Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de votre TVR politique, votre face à la presse des rédactions de Ouest France et de TVR. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, cette semaine, depuis l'espace Ouest France, les deux sénateurs Parti socialiste d'Ille-et-Vilaine. Merci à vous, Sylvie Robert, merci d'avoir accepté l'invitation de Ouest France et de TVR, et merci à vous, Jean-Louis Touraine. Vous aviez mené cette liste aux dernières sénatoriales, et nous sommes bien évidemment heureux de vous accueillir avec des questions à vous poser sur le contexte national, sur les grands dossiers aussi qui impactent notre région Bretagne. Et la première question de ce débat politique vous sera posée par Stéphane Vernet, le directeur départemental de Ouest France. Bonjour madame, bonjour messieurs. Alors ma première question, une question d'actualité. J'étais curieux de savoir si vous aviez lu le coup de gueule de Jean-Marc Gandon, le PDG de Biotrial, dans Ouest France ce vendredi matin, où il se plaint des lenteurs administratives. Donc il a besoin de pouvoir obtenir des autorisations d'essais cliniques. Et quand il fait une demande d'autorisation pour conduire un essai clinique, la simple demande d'autorisation qui l'autorise à commencer ses essais cliniques est instruite en 60 jours. Et il dit, dans les autres pays européens, c'est 15 jours, maxi. Moi, on me demande 60 jours, alors qu'en fait, un dossier comme celui-là, s'il est examiné par un expert, ça prend 4 heures. Voilà. Et il dit 60 jours. Moi, si j'ai un jour de retard, je peux perdre jusqu'à 1 million d'euros. Et si ce simple délai était réduit de 60 jours à 20, je pourrais embaucher jusqu'à entre 150 et 200 personnes. À votre avis, est-ce qu'il exagère ou est-ce qu'il a raison? Et l'autre question qui va derrière, c'est qu'est-ce qu'un sénateur peut faire par rapport à une problématique de ce type? Qui veut répondre? Moi, je veux bien essayer de commencer, puis Sylvie complétera. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on souffre de vraies lenteurs administratives ou est-ce que c'est une façon de faire passer la pilule ou de faire pression sur l'État? Non, je pense qu'il a en partie raison. Il a même en grande partie raison. Le gouvernement, d'ailleurs, en est parfaitement conscient, puisqu'il a lancé ce choc de simplification. C'est bien la prise de conscience de la nécessité d'aller plus vite, parce que c'est un obstacle et un handicap pour notre développement économique. Il y a plein d'autres exemples qui existent dans notre pays, parce que nous sommes dans une culture de recherche de précaution maximum. Et par conséquent, ça demande du temps, ça demande plein de vérifications, plein de formalités. Prendre un autre exemple auquel on est confronté, nous sommes confrontés en Ille-et-Vilaine, sur celui de la méthanisation. En Allemagne, pour instruire un dossier de demande et d'autorisation de mise en œuvre d'une unité de méthanisation, il faut 9 mois. En France, il faut 4 ans. Alors, lorsqu'on signe le pacte d'avenir, on sent bien qu'il y a là un enjeu considérable, à savoir qu'il faut pouvoir réaliser les travaux dans des délais relativement brefs. Est-ce que c'est pas aussi ça la perte de confiance qu'il y a eu ces dernières années autour de l'Europe, en voyant que bien souvent il y avait des freins, alors que l'Europe est là aussi pour protéger et pour faire avancer les États membres? Sylvie Robert. Pour compléter ce que dit Jean-Louis, je pense qu'en plus des délais impartis un peu trop longs, que ce soit dans les entreprises ou même sur l'investissement public, on est aussi dans un mouvement, et c'est un travail, puisque vous disiez est-ce que les sénateurs peuvent intervenir, des différents parlementaires, que ce soit Assemblée nationale ou Sénat, sur les questions de simplification des normes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on souffre, on le voit régulièrement, on souffre de normes absolument incroyables qui ralentissent clairement les investissements. Et je pense que ce monsieur est soumis aux mêmes difficultés, mais il y a un travail qui est en cours, très clairement, et le Premier ministre l'a quand même mis comme une priorité. On verra, puisqu'on viendra sur les projets de loi en cours, et notamment sur la loi NOTRe qui va arriver, que cette question, par exemple, de guichet unique, de simplification des démarches administratives, est vraiment au cœur, en tout cas, du travail législatif que nous menons actuellement. Donc c'est vraiment très clairement une réalité pour tout le monde. J'aimerais vous entendre tous les deux sur votre découverte de cette haute assemblée. On s'est beaucoup vu avant, pendant aussi cette campagne des sénatoriales qui est un peu particulière pour l'électorat, car ce sont les grands électeurs qui se prononcent. Votre ressenti à tous les deux en pénétrant au Luxembourg? C'est l'impression de rentrer dans un monde inconnu. On est dans un premier temps, enfin tout au moins ça a été mon cas, mais je crois que c'est largement partagé, on est totalement désemparé. D'abord devant les lieux,
parce que c'est immense et c'est magnifique. Mais il faut s'y repérer. Et heureusement, dans chaque couloir, vous avez un huissier qui vous indique que vous n'êtes pas sur le droit chemin et qu'il faut revenir. On est désemparé devant la multiplicité des procédures et les difficultés. Vous savez, pour un président de conseil général qui intervient quand il veut, qui engage ou non des modifications quand il le souhaite et qui demande à l'administration de travailler, il faut qu'il apprenne aussi à demander la parole et à respecter un certain nombre de démarches et de formalités qui sont nécessaires pour la démocratie. Et puis, c'est aussi la découverte d'un monde qui travaille beaucoup. Le Sénat, c'est une effervescence permanente, avec cette difficulté à se repérer dans le temps. Vous avez en même temps des travaux de commission, des réunions de groupe, des réunions de groupe de travail particuliers, des séances publiques, des auditions. Tout ça peut se dérouler à peu près dans le même temps, et vous êtes confronté à la nécessité de faire des choix. Et lorsque vous arrivez, vous n'avez pas forcément déjà défini vos priorités, et vous n'avez pas l'expérience suffisante pour essayer de vous guider dans votre agenda. Sylvie Robert. Alors moi, ça a été d'abord beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que quand on rentre dans ce palais du Luxembourg avec l'histoire qui est liée, celle de Marie de Médicis et de ce qui s'y passe, pour moi ça a été vraiment beaucoup d'émotions. Et en même temps, comme disait Jean-Louis, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de découvrir lentement les mécaniques, les usages. Ça va très très vite. La première semaine, donc, on nous a appris un peu comment ça fonctionnait. Et la deuxième semaine, on était déjà au travail. Et un travail qui est effectivement extrêmement dense, extrêmement vraiment approfondi, parce qu'on nous demande de travailler sur des textes article par article. Enfin, on est là vraiment. Et puis, la petite anecdote, parce que je le raconte, mais Edmond Hervé m'avait dit, il y a une première chose que tu dois faire, c'est d'aller à la bibliothèque. Effectivement, quand vous rentrez dans la bibliothèque du Sénat, vous êtes submergé par la beauté des lieux et en même temps par le calme et tous ces parlementaires qui travaillent. Donc voilà, c'est assez feutré. Moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, il y a de la moquette, effectivement, qui... à un moment, peuvent laisser penser que ça se déroule lentement, mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, ça va très très vite et on travaille beaucoup. Ça n'est pas un train de sénateur. Absolument, c'est un TGV de sénateur. Et alors vous faites partie de la commission culture, oui. Donc évidemment vous étiez obligé d'aller à la bibliothèque en arrivant. Oui, tout le monde va à la bibliothèque. Monsieur Touraine aussi, parce que vous faites partie de la commission affaires sociales, c'est bien ça. Moi, j'avais une question liée à l'actualité. L'OCDE a publié cette semaine un rapport sur les dépenses liées à l'action sociale en France, où on apprend, d'après l'OCDE, en fait, que 31,9% du produit intérieur brut du pays est engagé dans des dépenses de type action sociale. Et ça, ce chiffre-là fait de la France le pays le plus dépensier, entre guillemets, sur les 29 étudiés. Alors moi, j'aimerais savoir si vous pourriez nous dire pour quelles raisons, en fait, pourquoi est-ce que la France est championne des dépenses sociales et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça et qu'est-ce qu'un sénateur peut faire en la matière? Si on raisonne en termes comptables, on peut considérer que les dépenses sociales sont trop importantes puisqu'on est au-dessus des autres pays. C'est un peu beaucoup quand même, 31,9%, c'est presque le tiers du PIB. Oui, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Je ne suis pas certain. Il y avait un ouvrage qui a été écrit par un économiste canadien qui s'appelle Timothy Smith, qui a intitulé son livre, il a passé 5 ans en France, il a regardé la façon dont on utilisait les crédits sociaux. Et il a considéré que 71% de l'argent que l'on affecte à l'action sociale n'allait pas à l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir créer de la cohésion sociale, permettre qu'il y ait un véritable brassage des populations et qu'il y ait des perspectives qui s'ouvrent devant les enfants qui sortent des milieux populaires. C'est plutôt la destination, parce qu'il faut aussi se rappeler que ces dépenses d'action sociale ont été pour la France le meilleur amortisseur pendant la crise. Nous avons sans doute moins souffert que les autres. Et d'autre part, vous ne pouvez pas imaginer de rassembler tout un pays autour d'un projet commun
si chacun n'a pas le sentiment qu'il en recueille les fruits. Et la cohésion sociale, on a quand même on a eu pendant les années passées, c'est pas vrai cette année puisqu'il y a une chute de la violence, mais au cours des années passées, on a vu augmenter progressivement les phénomènes de violence sur notre pays. Et ça, c'est inquiétant, comme on observe un délitement de notre société. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas le montant de la dépense qu'il faut regarder, mais plutôt son efficacité, c'est-à-dire la façon dont l'argent porte. Est-ce que ça marche bien en France ? Par exemple, il y a eu un grand débat au Sénat sur les allocations familiales, où on nous dit il ne faut pas moduler les allocations familiales à partir des revenus de plus de 6 000 euros. Mais c'est le genre d'action qui est totalement inutile, qui n'apporte rien à la cohésion sociale, qui est totalement détourné de son objectif et que soutient la droite. Elle a voulu que la même allocation soit accordée à tous les parents, quelle que soit leur situation de revenu. C'est un non-sens, sous couvert d'universalité. Ça ne veut rien dire, universalité. L'universalité, en plus, ce n'est pas l'uniformité, ce n'est pas verser la même chose à tout le monde, c'est offrir à chacun la possibilité d'émarger, mais pas forcément au même niveau. Et moi, sur ce principe, l'universalité n'est pas une valeur. L'universalité, c'est simplement un principe de gouvernement. Lorsque vous mettez en place une politique, vous décidez à qui elle doit s'appliquer. Et l'universalité fait partie de ces principes-là. Mais ce n'est pas intangible et ce n'est pas une vérité révélée. Vous parlez des allocations. Contradictoire à la modularité des allocations. Vous parlez des allocations familiales. Ça, c'est typiquement le genre de sujet sur lequel vous travaillez au sein de votre groupe en ce moment. Ou sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment au sein du groupe ? Alors, j'ai été, comme Sylvie, mais peut-être encore plus qu'elle, plongé immédiatement dans le bas, puisque lorsque nous sommes arrivés, on était en plein examen du projet de finances de la sécurité sociale. Et par conséquent, c'est dans la commission des affaires sociales que nous avons eu à discuter sur ce point. Et il y a eu un certain nombre d'avancées par le gouvernement, notamment en matière de rationalisation des dépenses, de regroupement, de fusion d'un certain nombre d'organismes. On est passé, au cours des années passées, de 30 milliards d'euros de déficit, tout confondu, sécurité sociale, plus le Fonds de solidarité vieillesse, à 15 milliards d'euros, et on sera à 13 milliards d'euros. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas fait les réformes de structure nécessaires, mais en même temps, on a assisté tout de même à une grande différence entre la gauche et la droite. Les amendements votés par la droite, c'est l'allongement de la durée d'activité jusqu'à 64 ans. C'est pour le personnel hospitalier, et seulement pour le personnel hospitalier aujourd'hui, la remise en cause des 35 heures, c'est la réintroduction de la journée de carence. Je trouve que c'est un mauvais signe, un mauvais message envoyé à des personnels qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de difficultés. Sylvie Robert, est-ce qu'en commission culture, on travaille sur des sujets aussi lourds ou est-ce que c'est un peu plus léger, souriant, pétillant ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors, d'abord, la commission culture ne traite pas seulement de la culture, mais aussi de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'éducation, du sport et de la communication. Donc, autant vous dire que, par exemple, la question de la pérennisation du fonds d'amorçage pour les rythmes scolaires a fait partie d'un débat que nous avons eu en commission. D'ailleurs, on se félicite, puisque ça a été aussi un de nos combats communs, que le Premier ministre ait annoncé donc la pérennisation de ce fonds d'amorçage. Mais pour vous donner un exemple, cette semaine, nous travaillons sur le projet de loi de finances et particulièrement sur la baisse des dotations à l'université et à la recherche, de l'ordre de, pour le premier de 60 millions d'euros et pour le deuxième de 70 millions d'euros. Nous avons pris et nous allons déposer un amendement sur lequel j'interviendrai mercredi matin pour qu'on revienne au budget initial du gouvernement qui était de sauver ces crédits consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche et qui avait forcément ému les présidents d'université. Je voudrais simplement dire que c'est dans le budget de rééquilibrage de l'Assemblée nationale que ces crédits ont été enlevés alors qu'ils étaient bien intégrés dans le budget initial du gouvernement. Donc c'est notre rôle en tant que membre de la commission de pouvoir regarder, surtout puisqu'on aborde le projet de loi de finances sur le volet dépenses, de pouvoir batailler pour réintégrer ces crédits. Donc ce sont quand même des sujets assez lourds. Sur la culture, un exemple, c'est pas, il y a eu un amendement déposé par la droite pour enlever 60 millions d'euros au Centre national du cinéma, ce qui est quand même très grave, puisque c'est quand même l'aide au cinéma dans notre pays. On sait que c'est un facteur de rayonnement très important pour la France. Donc nous avons bataillé dans l'hémicycle et nous avons réussi à faire en sorte que cet amendement soit retiré par le rapporteur. Donc voilà, c'est des batailles sur tous les fronts, un peu partout, mais voilà, c'est extrêmement intéressant et je pense qu'il n'y a pas de sujet plus lourd, sauf que effectivement, le budget de la sécurité sociale, c'est des... Je dirais que là où on peut se retrouver avec la droite au Sénat,
Sénat sur un certain nombre de points, notamment sur les questions d'enseignement supérieur et de recherche, ce qu'on a fait sur la question notamment de la solidarité, c'est quand même beaucoup plus clivant. Vous parlez de bataille, Sylvie Robert. C'est vrai que vous arrivez dans un Sénat qui est revenu à droite, alors que votre famille politique est aux affaires au niveau national. Quelle est votre marge de manœuvre et comment êtes-vous positionné dans les débats, Jean-Louis Touraine? Alors, préciser, comme l'a fait Sylvie tout à l'heure, à savoir que nous sommes dans une assemblée où la courtoisie est la règle de relation entre les individus. C'est déjà important. Ça n'empêche pas que chacun ait des positions parfaitement marquées, solides et des convictions. Pour autant, nous avons toute l'attitude pour intervenir. Nous avons l'attitude pour intervenir en commission. C'est souvent là que le travail le plus important se fait. C'est là que les idées les plus importantes passent. Et c'est là surtout que, venant en séance publique, un amendement accepté en commission a le plus de chances de passer. C'est beaucoup plus facile que de le faire en séance publique. Et en séance publique, on a toute l'attitude également pour demander la parole. Mais nous avons aussi la possibilité, ce que fait Sylvie, ce que je ferai ultérieurement, de déposer des amendements dès l'instant où nous avons le sentiment que les politiques qui sont conduites ne sont pas conformes à ce qu'on souhaite, qu'elles viennent du gouvernement ou pas. J'ai eu par exemple l'occasion de soutenir un amendement qui est passé à une voix, mais je suis très, très, très heureux que ça se soit fait sur le fait que l'État, jusqu'à présent, laisse dans des familles d'accueil des jeunes qui relèvent de maisons d'accueil spécialisées, qui relèvent de son financement. Et donc j'ai soutenu l'amendement selon lequel, d'accord, les départements veulent bien accepter qu'ils restent dans les familles d'accueil faute de place et faute de capacité de l'État à les accueillir, mais au moins que l'État prenne en charge. Donc vous voyez, on a aussi cette capacité critique à l'égard aussi des propositions qui sont faites par le gouvernement. Est-ce que le Sénat est un peu en train de changer aussi dans sa composition, parce qu'on disait souvent cette haute assemblée peut-être éloignée de la réalité, mais un président de conseil général, une élue en charge dans différentes assemblées, mais s'occupant de la jeunesse à la région, s'occupant aussi de la culture dans d'autres assemblées communautaires. Ça veut dire que vous sentez que dans l'hémicycle, on a un peu donné des élus peut-être davantage connectés avec la vraie réalité? Moi, écoutez, je trouve que vraiment les collègues sont connectés à la réalité. J'arrive, donc je ne sais pas comment c'était avant, mais à chaque fois, 10, 15, 20, 30 ans. Je sais pas, à chaque fois, on parle des réalités du terrain, et notamment celles qui nous remontent des maires, des grands électeurs. C'est vrai que cette haute assemblée se doit d'être l'assemblée qui représente les collectivités territoriales et les élus. Donc c'est vrai que l'expérience d'élu d'abord est extrêmement précieuse, parce que on a quand même des débats parfois extrêmement techniques. Donc quand on n'a pas d'expérience, on peut être totalement déconnecté, ou alors on intervient beaucoup moins. Mais je trouve que je l'ai vu on l'a vu sur la loi pour la délimitation des périmètres des régions. On va voir ça sur les compétences des collectivités. Je trouve que ce sont des élus qui sont vraiment très, très... Il y a beaucoup de présidents de conseils généraux, je trouve. Ils sont quand même assez nombreux. Hein. C'est vrai qu'il y a peu de présidents de région. Hein. Il y en a 2 ou 3. Il y a moins de régions aussi. Tu as tout à fait raison. Et beaucoup d'élus locaux. Et je trouve que ce sont des élus qui sont quand même très, très connectés à la réalité de leur territoire. Parce qu'au Palais Bourbon, cette semaine, on a parlé vraiment de ces régions et de ces 13 régions. Comment avez-vous, l'un et l'autre, vécu ces dernières semaines et ces derniers mois concernant aussi ce positionnement des régions au niveau de l'Hexagone, mais surtout de cette Bretagne que l'on attendait peut-être redessinée? D'abord préciser que je ne crois pas que la question principale soit celle du périmètre des régions. Ce n'est pas pour évacuer le problème, je vais y revenir. La question principale, c'est quels sont les moyens financiers, réglementaires dont vont pouvoir disposer les régions pour agir efficacement, pour être des véritables stratèges du développement de leur territoire, dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine des transports, le domaine culturel, le domaine sportif. C'est la question fondamentale. Je regrette que le gouvernement n'ait pas soumis cette question d'abord, qu'il n'ait pas fait des propositions. Ensuite, sur le périmètre. Sur la Bretagne, comme sur les Pays de Loire, on sentait bien que les choses n'étaient pas prêtes,
que par conséquent, ce n'était pas utile de faire violence à ces deux régions, que tout rapproche naturellement. Donc, je pense que toutes les conditions requises sont réunies pour que, dans le temps, ces deux régions se rassemblent, à condition que les coopérations se développent, qu'on apprenne à mieux se connaître. Il y a deux régions qui sont restées telles quelles et elles peuvent se rassembler demain si tant est que ça apparaisse comme intéressant sur le plan de la compétition internationale, sur le plan de la capacité des régions à favoriser le développement. Sylvie Robert. Oui, dans les débats qu'on a vécus, la Bretagne et les Pays de Loire n'ont pas fait l'objet, vous n'avez pas entendu parler au Sénat dans les débats d'heures de discussion avec nos amis des Pays de Loire. On était tout à fait sur la même position. Les débats les plus difficiles ont porté sur l'Alsace, puisque vous savez que le Sénat a changé la carte par rapport à l'Alsace, et sur Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Mais je pense que on avait convenu d'abord on parlait des régions et que la question du droit d'option, qui est beaucoup revenu à l'Assemblée nationale, n'était pas d'actualité, même s'il y avait volonté d'assouplissement, parce que le Premier ministre avait d'abord parlé des régions, et je pense que les coopérations qu'on a avec les Pays de la Loire vont continuer à se développer, et on verra dans les années futures comment les choses se déroulent. Mais moi, j'ai été absolument sereine. Les choses se sont très bien passées, et en tout cas pour la Bretagne. Parce que vous parlez de collaboration, c'est vrai. Oui, il y en a beaucoup. Si on prend Rennes, Nantes, la région Bretagne travaille beaucoup aussi avec la région Aquitaine. Rien n'empêche tout ceci. Rien n'empêche tout ceci. Et je pense que vraiment le principal, et on y reviendra dans le prochain projet de loi qui va arriver, ce sont les compétences et ce sont les moyens qui sont afférés à l'exercice de ces compétences. Stéphane Vernet, il nous reste 4 minutes. Vous avez évoqué tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, le fait que c'était intéressant ou important d'avoir des sénateurs qui soient aussi élus locaux. Est-ce que vous pourriez nous redire où est-ce que vous en êtes du cumul des mandats et de vos fonctions respectives, Sylvie Robert? Donc moi j'ai démissionné complètement de la région Bretagne. Donc vous n'êtes plus conseillère régionale. Ah non. Vous étiez vice-présidente de la Bretagne. Voilà, première vice-présidente. Absolument, et donc j'ai démissionné complètement. Et par contre, au conseil municipal de Rennes, vous êtes toujours adjointe? Je suis pour l'instant toujours adjointe à la ville de Rennes. Et vous souhaitez garder cette fonction-là, rester adjointe? Je suis en discussion avec Nathalie Appéré, parce que vous imaginez bien que lorsqu'on démissionne, je suis en plus présidente d'une commission. Ça aussi bouleverse des équilibres et des responsabilités. Donc ça doit se faire, et au niveau de la ville de Rennes, c'est extrêmement important. Donc les choses vont se faire tranquillement. Mais je dois vous dire que à terme, je ne souhaite pas garder un mandat exécutif en plus de mon mandat Jean-Louis parlementaire. Touraine, il vous est arrivé un petit peu la même chose. Vous aviez annoncé que en cas d'élection, vous quitteriez la présidence du Conseil général. Finalement, vous ne l'avez pas fait. C'est un peu à votre corps défendant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en coulisses? Vos collègues et amis vous ont un peu forcé la main pour rester, ou finalement vous avez changé d'avis? Ah non, je n'ai pas changé d'avis. Je ne cumulerai pas. Vous auriez pu démissionner tout de suite après l'élection. Lorsque vous m'avez interrogé, je vous avais dit je ne cumulerai pas. Vous m'avez demandé dans quel délai. Je vous avais dit il faudra 1 ou 2 mois pour qu'on assure la transition. Simplement, la date des élections a été rapprochée. Elle devait se tenir en décembre 2015. Là, c'était rester partir en fin novembre ou partir fin mars. Il m'a semblé que c'était moins perturbant pour l'ensemble que d'assumer jusqu'au bout et ne pas donner l'impression que je m'enfuyais avant les élections et porter la responsabilité d'un quelconque résultat. Et je dois ajouter que l'ensemble des conseillers généraux, il n'y en a pas un seul qui fasse exception à la règle, comme un certain nombre aussi d'élus du territoire, je ne vous les citerai pas, mais même des élus qui ne sont pas socialistes, m'ont demandé de rester, justement pour assurer au moins la fin du mandat dans des conditions à peu près sereines. Alors, ces conditions à peu près sereines, elles sont aussi peut-être nécessaires parce que vous vous acheminez vers une échéance électorale qui va être particulièrement complexe en Ille-et-Vilaine. Tout est réuni pour que le Conseil général rebascule à droite. Vous en avez bien conscience? Je ne dirais pas ça. Je ne serais pas aussi brutal dans mon raisonnement. Il nous reste 2 minutes, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous pourriez nous dire combien parmi les 35 conseillers généraux de la majorité aujourd'hui vont se représenter en mars prochain? Un peu plus de la moitié.
Je crois, mais là, vous me posez une question sur laquelle... non, je ne suis pas sûr du tout. L'appréciation que je porte aujourd'hui, c'est à peu près celle-là. Mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie, parce que ça ne m'est pas venu à l'esprit de regarder quel était le nombre des... Mais ceci étant, je serais moins radical que vous. Enfin, le radical, ce sont nos alliés. Par conséquent, je vais utiliser l'adjectif de façon très parcimonieuse. C'est pas... Nous avons toutes les chances de gagner. Le contexte national n'est pas bon. Il y a la popularité. On est d'accord. Mais lorsque j'ai fait la campagne avec Sylvie et les autres des sénatoriales, je peux vous dire, et ceci sans forfanterie, que la quasi-totalité des maires de ce département approuvent la politique du département. Il y a des maires de droite qui m'ont dit on ne votera pas pour vous. Mais on apprécie ce que vous avez fait. De la même façon, d'ailleurs, qu'il y en a un grand nombre, on ne nous donnait pas 2 élus. À l'origine, vous-même d'ailleurs. Vous avez quand même une droite et un centre qui sont en passe de faire l'union, alors que, a priori, vous aurez des candidats verts dans les cantons en mars prochain qui vont diviser les voix. Et ce sera pratiquement le mot de la fin. Oui, c'est pas sûr. On est encore en discussion. Il y a sur certains cantons, par exemple, des candidats verts qui sont prêts à s'associer avec des candidats socialistes. Et puis si on n'est pas unis au premier tour, on le sera au second. Merci beaucoup Jean-Louis Touraine et puis Sylvie Robert, comme d'ailleurs Jean-Louis Touraine, vous suivrez aussi, mais ce sera un petit peu plus tard, l'élection régionale, le conseil régional de Bretagne. Merci en tout cas à vous deux d'avoir accepté l'invitation du TVR Politique, le face à la presse des rédactions de Ouest France et de TVR. On vous souhaite une excellente semaine. Excellent travail au sein du Palais du Luxembourg. Merci en tout cas pour cette venue autour de cette table. Excellente semaine à tous.